Des élections arrivent, regroupez-vous, levez-vous, exigez. Exigeons quoi? Parlons un peu de la politique européenne. Ce grand projet a des défauts et certains d'entre eux ont fait perdre confiance à une grande partie, à des électeurs dans une grande partie des pays européens. Qu'est-ce que nous n'avons pas fini? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait ou bien qu'est-ce que nous avons mal fait? Au départ de Jacques Delors de la Commission européenne, qui était soutenu, et c'est pour ça qu'il a pu travailler à sa hauteur, par Kohl, le chancelier allemand, et Mitterrand, le président français, lorsqu'il a quitté la Commission, dans la première moitié des années 90, nous n'avons pas trouvé les leaders politiques nationaux soutenant l'action du président de la Commission européenne. Le vide ne se remarquait pas tout de suite. Dans les interstices de ce vide, puis dans les plages, puis dans l'énorme champ de ce vide, se sont glissés progressivement les technocrates pour une raison simple, c'est que la nature ayant horreur du vide, si la politique ne dirige pas la technocratie a vocation naturelle à diriger la politique. En Europe, la technocratie a continué à rouler sur elle-même et s'est mise à fabriquer des normes, certaines, Dieu merci, très protectrices, notamment en matière de santé publique, notamment en matière d'OGM, notamment tout un tas de domaines, mais aussi quelques autres absurdes. Vous connaissez l'histoire de l'échelle, de la directive sur l'échelle pour la cueillette des pommes. Il y a eu un accident, un type est tombé d'une échelle de pommier, la belle affaire, il y a 500 millions d'habitants, il y a un escabeau qui a souffert et l'homme qui était dessus encore plus. Bon, et on a fait une directive. Il y a quelque chose d'anormal là-dedans quand même, pour dire comment les marches devaient être faites. On avait l'impression que par petits bouts comme ça, la technocratie européenne, que je ne vilipende pas parce qu'il faut savoir qu'elle est remarquable par ailleurs, de très bon niveau, très serviable, tout entière tournée vers ce projet européen où il n'y avait plus de pilote. C'est ça la vraie histoire. Et petit à petit, cette technocratie est devenue la partie visible de l'action européenne. Ce que nous attendions tous, ce que nous attendons encore, ce qu'il va falloir remettre en route, le régalien. Qu'est-ce que c'est que le régalien? C'est à la fois la cause et la conséquence, très simplement, de ce que je vais vous dire. Quand un État est trop faible pour développer une politique importante, forte, alors il s'allie avec un autre État. C'était ça le principe de l'Union. Mais l'Union, elle était faite pour ne s'occuper que de l'essentiel, pas du secondaire. Tout ce qu'un État peut faire, qu'on le laisse faire. On voit bien que l'essentiel de l'Europe a été abandonné pour, je dirais, le secondaire. Qu'est-ce que c'est que le régalien? Vous le savez tous. Et la violence des temps que nous habitons actuellement, les attentats, la violence compassionnelle avec les migrations qui ne sont ni dirigées, ni dominées, ni même pensées, les délocalisations à l'intérieur de l'Union, la violence de la mondialisation, bref, je ne fais aucun effort pour compléter ce que vous pensez déjà. Nous voulons une Europe qui nous protège et nous donne un avenir. Voilà les deux pieds de l'Europe. Qu'elle soit élaborée et décidée à 5, 6, 8, 12, ça m'est complètement égal, pourvu que ça démarre. Et si c'est bon, qui même me suivent, les gens rejoindront cet ensemble. Cet ensemble, il faut le composer comment? Il faut un gouvernement politique des principaux sujets que je vais vous énumérer. Prenons d'abord la protection que les Européens attendent de l'Union. C'est une protection au moins à 4 facettes. Tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui qu'il faut absolument une armée européenne pour stabiliser les pays autour de nous et pour aller éventuellement frapper des menaces venues de loin. Il faut une armée européenne. Et ceci est une question régalienne, et il faut un ministre, ou en tout cas un état-major de la défense européenne. On va organiser un système d'état-major qui sera ponctionné selon la nature des opérations, terrestres, maritimes, aériennes, les contingents nécessaires à mener à bien ces opérations dans les pays membres de l'Union militaire, gouvernés par un ministre militaire des armées européennes, ou de la défense européenne. La protection que les Européens attendent, elle est aussi d'avoir une sécurité à l'intérieur des frontières de l'ensemble des membres de Schengen, les 18 ou 19, je ne sais plus. Non, c'est encore un peu grand.
Ou alors, il faut faire l'effort de fermer radicalement par des gardes-frontières et des moyens numériques des drones de contrôle, comme le font les Américains avec le Mexique, comme le font les Canadiens avec leurs frontières américaines, comme le font les Australiens pour leurs frontières extérieures. C'est-à-dire que tout continent qui se respecte et qui veut édifier des lois de fonctionnement et de liberté à l'intérieur doit protéger de façon efficace ses frontières extérieures. Nous avons été lâches, nous ne l'avons pas fait. Dans les protections que nous réclamons, c'est la coopération obligatoire à 5, à 10, à 12, peu importe. Des gens qui signent un traité de coopération militaire, des frontières, et de coopération policière. Le crime est international, la police et la justice ne peuvent pas être nationaux, cantonales, départementales, régionales. C'est des foutaises, ça. C'est dangereux. Et puis je veux un procureur fédéral en Europe, parce que, où que soit l'auteur de l'attentat, je veux qu'il ait la même instruction, ses droits de la défense, la même peine, purgée, pas modifiée, pas amoindrie, dans quel que soit le pays où il a tenté de faire des attentats ou qu'il ait réalisé des attentats. Dans les protections, je vais en ajouter une cinquième et elle est de taille. Les peuples européens réclament la protection sociale. C'est un grand manquement de l'Union, en effet. Et philosophiquement, c'est assez intéressant de voir comment des chrétiens sociaux qui ont été les inspirateurs de l'Europe et qui donc avaient une doctrine sur le partage de la richesse, sur la préservation sociale, faire en sorte que le deuxième bras qui produit la richesse ne soit pas passé, je dirais, par pertes et profits ou comme un auxiliaire taillable et corvéable à merci, comme c'est le cas dans certains États européens. En fait, on a résolu l'organisation du premier bras, du premier pied, si vous voulez, la libre circulation des capitaux et des investissements. On a su faire, ça marche. Mais on a complètement négligé le deuxième bras, c'est-à-dire l'autre producteur de richesse. La richesse, elle n'est pas produite que par l'investissement, elle est produite par le savoir-faire des hommes et des femmes. Et ceux-là, non seulement ne sont pas protégés, mais ils ont subi une attaque à l'intérieur même de l'Union par des membres de l'Union, les délocalisations et le chômage qui s'en est suivi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Deux choses. Aller rapidement vers une harmonisation fiscale, ça prendra 10 ans, 15 ans, c'est pas grave. C'est comme l'euro, ça a pris 25 ans, mais au regard de l'histoire, c'est rien. Une harmonisation fiscale, ça veut dire qu'on va réduire progressivement de budget annuel en budget annuel celui qui a une trop haute fiscalité, individuelle ou collective, les entreprises et tout ça, les petites et moyennes, parce que les gros du CAC 40, ils payent moins de 20% d'impôts. Les autres, c'est 33%. Eh oui, c'est la réalité de la France. Et ceux qui ont une fiscalité très basse remontent progressivement, lentement d'ailleurs, le temps de corriger et de trouver de nouvelles richesses pour maintenir leur budget, pour que ça ne s'écroule pas. Mais il faut absolument aller vers l'harmonisation fiscale. Et enfin, le Moscovici, le commissaire aux affaires financières, s'en est saisi et ça se met en place. Quand est-ce que ce sera voté, accepté par les gouvernements d'abord? Le Parlement, ça ira vite, mais les gouvernements, je ne vous donne aucune garantie parce que ce qui n'a pas marché, je vais dire maintenant de qui est-ce la faute. L'Allemagne, en 2003, était dans une situation économique bien pire que la France d'aujourd'hui. Elle n'avait pas 4% de déficit, mais 7,4%. Elle était en train de continuer à racheter l'Allemagne de l'Est. Elle ne travaillait plus. La réforme très courageuse de Schröder et Hartz, l'homme qui a conçu la réforme, a été tout à fait remarquable parce qu'en 3 ans, elle a rétabli les finances allemandes et à la 4e année, elle a commencé à dégager des excès. Et maintenant, vous voyez la richesse de l'Allemagne, même si tout n'est pas rose, contrairement à ce qu'on dit, mais c'est un pays solide. Économiquement, c'est solide. Nous devons faire ces choses. Qui s'est opposé à ces choses? Qui s'est opposé pendant longtemps, et jusqu'encore récemment, à une armée européenne, à la coopération obligatoire et tout? Pas l'Europe. L'Europe, Bruxelles n'existe pas. Bruxelles, les patrons, c'est les gouvernements que nous avons élus. C'est eux les patrons, quand ils siègent au Conseil, qui prennent ou ne prennent pas les décisions qui pénalisent notre avenir.
C'est eux. Nous avons demandé, nous le Parlement, des moyens supplémentaires pour l'agence qui protège les frontières, Frontex. Ils nous les ont refusés, le ministre français, qui d'ailleurs ne venait jamais. Il envoyait un homme connu dans cette région, son adjoint, M. Estrosi. Au pluriel, Estrosi avait la consigne de refuser les moyens à Frontex. Mais ils n'étaient pas les seuls. Les Allemands non plus. Les Hollandais non plus. Les Britanniques, je n'en parle pas. Ces gens ont détruit l'Europe de l'intérieur. L'Union, par moment, quand elle a bloqué, n'avait pas de pire adversaire que les pays qui la composent et qui avaient pourtant signé ces traités, avec les valeurs des traités. Les traités n'étaient que la mise en pratique des valeurs dont je vous ai parlé en début de réunion, le plus jamais cela. Et voici, au fond, où nous en sommes. Je vous passe sous silence la nécessité de s'unir de façon régalienne sur la transition énergétique, où nous prenons du retard alors que nous avons été longtemps les leaders. Nous le sommes encore, on va bientôt être rattrapés si ça continue.